bonjour à ceux qui sont connectés. On va faire aujourd'hui une revue de lames, principalement des lames virtuelles sur les histiocytoses. Et il y a le professeur Abdelatif Tazi qui va commenter. Donc vous avez normalement la possibilité de poser des questions, non pas oralement parce que vous êtes assez nombreux, mais par écrit. Et Abdelatif fera l'intermédiaire et donc m'interrompra. Il faut juste savoir qu'en fonction de la connexion que vous avez, il peut y avoir un petit décalage entre le moment où vous voyez la lame enfin le moment où on émet la lame et le moment où vous la voyez. Donc vos questions peuvent arriver un petit peu après. Donc on va essayer de se mettre dans cette situation qui permet quand même de rester avec des questions en rapport avec les lames qu'on va vous montrer. Il va y avoir une quarantaine de cas en 1h30, ce qui va obliger à aller assez vite, mais ça n'empêche pas de discuter. D'abord, je voulais remercier toutes les personnes avec qui on a l'occasion de travailler au sein du groupe au réseau des histiocytoses, tous les cliniciens, tous les labos, tous les membres de mon laboratoire et puis également les collègues de l'étranger et puis bien sûr les pathologistes avec lesquels on revoit les lames avec plaisir. Pour ce qui est des histiocytoses, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. On aura très peu de diapos, je vous préviens, ça sera principalement des lames. Les histiocytoses, c'est des macrophages, et des macrophages, il y en a dans beaucoup de circonstances. On va se limiter à ce qui est entouré en rouge ici, c'est-à-dire effectivement les histiocytoses, pas des formes réactionnelles qu'on peut voir par exemple dans des thésaurismoses ou dans des infections, etc. Et même si on se limite à ces formes qui étaient encadrées dans la diapo précédente, vous voyez qu'on peut avoir un grand nombre d'entités différentes. C'est ce qu'on avait défini et repris avec les membres du groupe de l'Histiocyte Society. Et c'est pour cette raison, parce que ce sont des maladies rares et que pour des cliniciens qui vont voir ou des pathologistes qui vont voir relativement peu de cas, c'est difficile de se repérer là-dedans. On avait proposé dans la classification révisée qu'on a proposée en 2016 de regrouper en un nombre restreint d'entités, 5 groupes en pratique, dont un, le groupe E, ne sera pas le sujet du jour. Le groupe E, ce sont les lymphohistiocytoses, ce sont plutôt des déficits immunitaires que de véritables histiocytoses, même si on voit une accumulation d'histiocytes. Donc on va parler de ces 4 groupes et je vais vous montrer des lames progressivement de chacun de ces groupes. L'un des grands groupes étant le groupe L qui va regrouper les histiocytoses acellules de Langerhans et les maladies d'Erdheim-Chester et puis des formes un peu moins fréquentes dont on aura l'occasion de parler. Il y aura également ensuite les maladies de Rosai-Dorfman qui est un groupe assez hétérogène sur lequel il y a encore du travail de compréhension. Je parlerai très rapidement, très peu des histiocytoses cutanées. Là encore, je pense qu'il y a encore des possibilités d'amélioration et on parlera, j'espère qu'on aura le temps, un peu des histiocytoses malignes, anciennement appelées sarcomes histiocytaires. Et puis je vais céder la parole tout de suite à Abdelatif Tazi qui va enchaîner. Alors je vais lui passer ses diapos tout de suite ici et ça démarre. Merci Jean-François. Donc je vais essayer dans un premier temps de vous montrer quelques aspects typiques de ces différentes histiocytoses, tels qu'en a parlé le professeur Émile. On va commencer par l'histiocytose langerhansienne, qui est probablement la plus fréquente de ces 3 formes principales d'histiocytose qu'on va voir. Histiocytose langerhansienne, maladie d'Erdheim-Chester et maladie d'Eton-Rosai-Dorfman. C'est une maladie qui s'observe à 2 âges de la vie, grossièrement, chez le tout petit, où il peut y avoir des formes sévères, systémiques, avec des organes qu'on appelle à risque, notamment à l'atteinte hématologique, hépatique ou splénique. La maladie, et puis le 2e âge, on la voit, c'est entre 20 et 40 ans. Donc, juste pour vous rappeler que l'atteinte la plus fréquente est clairement l'atteinte osseuse, et le maître mot, c'est le fait que c'est une lésion lithique à l'imagerie, à l'emporte-pièce. Et sur la diapositive en haut à gauche, vous voyez une atteinte crânienne multifocale au niveau du crâne d'un enfant. Et puis vous avez une atteinte qui peut être un peu plus exophytique, infiltrant la dure mère sur les diapositives, sur l'image d'à côté. Une atteinte qu'il faut ne pas méconnaître chez l'adulte, qui est l'atteinte mandibulaire avec une destruction et une perte dentaire qui d'ailleurs souvent passe inaperçue. L'atteinte des os longs, notamment la partie proximale, et vous voyez à droite un fémur avec un risque fracturaire et l'atteinte vertébrale en bas. Donc l'os, ça atteint essentiellement le squelette axial, le bassin, le crâne et les parties proximales des os longs.
La deuxième localisation dont je voudrais vous parler et qui est illustrée ici par cette coupe sagittale d'IRM et qui montre un renflement de la tige pituitaire, c'est l'atteinte hypothalamo-hypophysaire qui se manifeste, comme vous le savez, par un diabète insipide central avec un syndrome polyro-polydipsique, mais qui peut aussi s'accompagner d'une atteinte antéhypophysaire qu'il faut savoir rechercher cliniquement. La troisième atteinte qui est de prévalence différente et de présentation différente, c'est l'atteinte cutanée. Avec à gauche, vous avez d'abord une atteinte cutanée de l'enfant qui peut s'inscrire dans ce qu'on appelait avant le syndrome de l'éther-ersive, qui est une forme systémique sévère d'histiocytose du nourrisson. À droite, vous avez une atteinte d'une personne adulte au niveau du pli mammaire. Et c'est donc une localisation qui est très polymorphe sur le plan clinique et pour laquelle l'histologie est essentielle pour porter le diagnostic, qui se situe au niveau du tronc et des plis, mais qui peut malheureusement parfois aussi, chez l'adulte, toucher les muqueuses génitales et être assez invalidante. Une forme particulière, c'est la forme pulmonaire, qui peut certes s'observer dans une forme systémique et être au second plan, ou bien chez l'adulte, s'observer au premier plan, entre 20 et 40 ans, chez des sujets qui sont particuliers par le fait qu'ils fument beaucoup. Et donc ce lien avec le tabagisme est important. Et vous voyez à gauche une forme nodulo-kystique classique, à droite une forme kystique plus évoluée, avec des kystes polyédriques et un pneumothorax. Et enfin, juste pour l'illustrer, sur une imagerie qu'on réalise de moins en moins, puisqu'elle a été remplacée par la bili-IRM, vous avez ici une cholangio-IRM qui vous montre une cholangite avec une atteinte de certains canaux. Il y a d'autres localisations que je ne vais pas vous montrer pour l'histiocytose, notamment les localisations neurologiques centrales. La deuxième maladie, c'est la maladie d'Erdheim-Chester, qui est une maladie qui survient chez le sujet plus âgé, aux alentours de la cinquantaine, qui est une maladie de mon point de vue plus sévère et dont la localisation osseuse est à l'opposé de l'atteinte de l'histiocytose langerhansienne, puisqu'elle est condensante. On parle d'ostéopétrose osseuse, comme vous pouvez le voir sur ce fémur au niveau du condyle notamment. Et par le passé, on évaluait cela par la scintigraphie osseuse au technétium avec cette hyperfixation diffuse des os longs et qui a été remplacée par la TEP-TDM. C'est une maladie qui a la particularité d'être vasculotropique en quelque sorte, avec sur l'image d'en haut une aorte engainée. En anglo-saxon, on appelle ça une coated aorta. Et vous voyez que la localisation peut aussi siéger au niveau du cœur avec cette masse dans les cavités droites que l'on est montrée par les flèches. La troisième localisation qu'il faut connaître, c'est la localisation périrénale, fibreuse, avec ce qu'on appelle un aspect en rein chevelu, qui peut s'accompagner d'une hydronéphrose et qui peut être une urgence de prise en charge sur le plan urologique. Il y a aussi des localisations cutanées particulières, qui sont des xanthelasmas et qui sont très utiles pour le diagnostic histologique, car l'abord est assez facile. Enfin, je vous parle de la destruction et de l'hypertrophie des os des sinus, ici, sinus maxillaire, et vous voyez cette infiltration destructrice. Il peut y avoir aussi, comme dans l'histiocytose langerhansienne, des atteintes hypothalamo-hypophysaires, et ici, elle est illustrée par une masse hypothalamique qui, bien entendu, peut avoir une répercussion sur le chiasma optique. Et enfin, l'atteinte pulmonaire, qui, comme vous le voyez, est tout à fait différente, puisqu'elle est caractérisée par des épaississements septaux. Et dans ce cas clinique ancien que nous avions eu avec le docteur Cambouchner, on avait été jusqu'à la biopsie pulmonaire dans les années 90. Et vous voyez cet épaississement septal qui est bien figuré sur cette lame à droite d'histologie, où on voit cet aspect pratiquement en rail. La troisième maladie, pour aller assez vite, c'est la maladie de Détombe-Rosé-Dorfman, qu'on appelle aussi histiocytose sinusale. C'est une maladie du sujet jeune et la principale localisation, c'est la localisation ganglionnaire, notamment cervicale, très floride, qui peut survenir dans un contexte fébrile et qui est indiquée ici par la flèche. Cette atteinte ganglionnaire est hypermétabolique au TEP scanner, comme on peut le voir sur une autre forme illustrée ici, sur cette coupe associant scanner et fixation au 18-FDG. Il peut y avoir aussi des atteintes méningées, et comme vous le voyez sur l'atteinte du crâne ici, qui peut être assez invasive sur le plan loco-régional et être responsable de signes neurologiques. Enfin, il peut y avoir aussi une atteinte dans le même ordre, mais au niveau vertébral, qui est indiquée par cette flèche. Et puis, des atteintes cutanées, qui sont illustrées, dont un exemple est illustré ici, et dont la biopsie, comme vous le montrera tout à l'heure Jean-François Émile,
est tout à fait bien sûr différente d'une atteinte cutanée d'histiocytose langerhansienne ou de maladie d'Erdheim-Chester. Et juste pour finir, un cas que nous avions pris en pneumologie dans le service où le patient est arrivé avec un PET scanner avec deux fixations, une fixation paracardiaque droite, hypermétabolique, et au niveau de l'épaule gauche. Et vous voyez que sur le scanner thoracique, il y a cette masse hilaire droite para-auriculaire qui est bien visible, et sur l'IRM de l'épaule, cette hypodensité. Donc voilà un peu le panorama que je voulais vous montrer. Je voudrais bien sûr remercier les différentes personnes qui prennent en charge ces patients et pour lesquels, pour certaines diapositives, certaines images, je les aurais empruntées, le professeur Arroche, le docteur Denanieu, Fleur Cohen-Aubard et Lionel Galici. Voilà. Merci beaucoup, Abdelatif. Donc, vous allez donc, quand vous verrez les diapos, poser des questions si vous le souhaitez, et c'est donc Abdelatif qui reprendra vos questions et éventuellement commentera sur l'aspect clinique de ce que je vais vous montrer. Alors, je vais commencer par du simple, et puis vous amener à du compliqué. Alors, j'ai appris que parmi les personnes qui étaient inscrites, il y avait non seulement des pathologistes, mais également des internistes et des hématologues. Donc, je vais parler doucement. Non, je plaisante. Je vais essayer je vais m'efforcer d'être compris de tous. Et sur les premières lames, je pense que ça devrait aller. Ensuite, il faudra avancer un petit peu. Alors, on va commencer par la première lame et on rentre dans le vif du sujet avec 353. Donc, ce sont sur des lames virtuelles. Donc les pathologistes connaissent bien et on peut donc effectivement se promener sur des lames. Alors je commence par le cas d'un jeune homme de 29 ans, un cas simple, une lésion osseuse lytique, un granulome éosinophile, et là pour le pathologiste ça ne pose a priori pas grand problème. La lésion est assez homogène, on a, je reviens à un plus faible grossissement, et je grossis progressivement. Vous voyez qu'il y a des cellules qui sont isolées généralement, avec des noyaux qui sont souvent chiffonnés, cabossés, incisurés. On parle de réniformes aussi, on parle de grains de café. Ces cellules qui sont présentes ici, elles sont généralement associées à des polynucléaires éosinophiles, comme vous voyez ici, à différents endroits de la diapo. Et puis, en plus de ces cellules, il y a généralement des cellules géantes multinucléées, parfois plus grandes que ça. Donc là, on est sur un cas relativement simple. Il est possible, dans ces cas-là, il est même assez fréquent de voir de la nécrose. Ça n'a aucune incidence particulière. Hein. On ne le prend pas en considération. Et j'en reparlerai plusieurs fois, mais des fois, on voit des mitoses. Ça n'a pas non plus d'incidence. Donc, contrairement à d'autres tumeurs où on pourrait s'inquiéter de voir beaucoup de mitoses ou de nécrose, ce n'est pas du tout le cas dans les histiocytoses et cellules de Langerhans. Il y a quelques fois, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, des cellules un tout petit peu xanthomisées, comme ici, un cytoplasme un peu plus clair. Et voilà. Alors, pour confirmer le diagnostic, les recommandations sont d'utiliser deux anticorps. Le CD1A, qui est un anticorps qui est utilisé depuis longtemps, et puis le CD207, qu'on appelle également la languérine, du nom de Langerhans. Et vous voyez ici un marquage avec le CD207. Je ne vous ai pas mis le CD1A, on aura l'occasion de le voir dans d'autres lames. Vous voyez qu'il y a un marquage de ces histiocytes qui est sans problème, hein, qui est un marquage assez fort. Il n'y a pratiquement pas de bruit de fond ici. Vous voyez qu'il y a éventuellement un renforcement golgien des cellules, un marquage qui a prédominance membranaire. Mais le renforcement golgien est assez habituel avec le CD207. On le voit également avec le CD1A. On aura peut-être l'occasion, en croisant les lames, de le voir. Alors, je m'efforce à chaque cas, là le diagnostic ne pose pas vraiment de problème, je m'efforce à chaque cas de vous donner des messages. Donc là, ici, un premier message, c'est que pour les recommandations, donc ce n'est pas uniquement le CD1A, on verra pourquoi tout à l'heure, mais c'est également la languérine qui normalement doit être faite en même temps pour faire le diagnostic, pour confirmer le diagnostic. Deuxièmement, quand on reçoit un prélèvement osseux, il faut penser que potentiellement derrière il y aura besoin de faire de la biologie moléculaire. Donc si possible, quand on a plusieurs petits fragments et qu'on les reçoit à état frais, ça peut être intéressant de mettre des prélèvements, pas forcément en congélation, c'est pas indispensable, mais éviter de décalcifier trop. Et donc des fragments qui ne seraient pas tellement osseux, finalement les mettre de côté et faire un bloc à part, parce que quand ça a été longuement décalcifié, la biologie moléculaire marche beaucoup moins bien. Et
puis, habituellement, le granulome éosinophile, ça se passe bien, tout va bien, mais il y a quand même des cas qui vont récidiver, et ce n'est pas si exceptionnel que ça. Et puis, grâce au suivi des patients, et notamment au registre français, eh bien, finalement, il est devenu assez évident que pour certains cas, malheureusement, certains patients, il peut y avoir 10 ans, 15 ans après, des aspects neurologiques qui vont apparaître, et on aura l'occasion d'en reparler peut-être, Abdelatif. À moins que tu veuilles en dire un mot maintenant pendant que En attendant que tu Voilà. l'âme suivante, en fait, les atteintes neurologiques, c'est essentiellement dans le contexte d'atteintes crâniennes associées à éventuellement aussi une atteinte hypothalamo-hypophysaire. Et effectivement, il y a un risque d'atteinte neurodégénérative. Pendant que tu charges, je voudrais d'emblée écarter un sujet qui arrive de temps en temps, c'est la protéine S100 dans l'histiocytose langerhancienne. Est-ce que tu peux commenter là-dessus et sa valeur diagnostique? Parce qu'il arrive parfois qu'on reçoive des comptes rendus où il est marqué PS100 positif, CD1A positif, il s'agit d'une histiocytose langerhancienne. Effectivement, hein, dans le diagnostic d'histiocytose de la cellule de Langerhans, c'est CD1A, CD207. La protéine A100 n'a plus aucun intérêt. En pratique, on ne la fait pas. Il n'y a pas de... On a... moi, je ne la demande jamais en pratique. On a eu juste un cas il n'y a pas très longtemps pour lequel il y avait effectivement un problème avec les deux marqueurs, et donc on a eu recours à ça. Mais c'est finalement plus la biologie moléculaire qui nous a aidés. Il n'y a pas de... Vraiment, la protéine S100 pour Langerhans n'a pas d'intérêt. On peut arrêter cet anticorps définitivement. Par contre, effectivement, faire la languérine en plus. Alors j'enchaîne directement avec le deuxième cas. Donc il y a des formes osseuses, il y a aussi des formes ganglionnaires. Là c'est un petit enfant de 1 an, un petit garçon, avec une atteinte qui avait commencé à l'âge de 4 mois, des polyadénopathies, des épisodes fébriles, et l'histiocytose langerhancienne avait été suspectée, et il y a eu donc une biopsie ganglionnaire qui a été réalisée. Alors vous voyez, là il reste un petit peu du ganglion avec la capsule en périphérie, le tissu adipeux, et on voit qu'il y a des zones claires là, dans ce ganglion qui apparaissent d'emblée à ce grossissement-là. On va les grossir sur ces zones claires. Et là, on voit d'une part ces histiocytes qu'on a vus sur la lame précédente, avec parfois cet aspect de noyau cabossé, un peu encoché. Ici, peut-être un peu plus de nucléoles, mais ça n'a pas tellement d'incidence. Ce qu'on voit également, qu'on n'avait pas vu beaucoup dans la lame précédente, et qui pourtant est assez classique dans l'os également, c'est les cellules géantes multinucléées. Vous voyez ici. Et puis par place, on va voir là encore les cellules, les polynucléaires éosinophiles qui vont être parfois très abondants, parfois un peu moins, suivant les territoires où on se situe. La localisation par rapport au ganglion, en général, vous voyez que la destruction n'est que partielle. Il reste des follicules lymphoïdes, ici un secondaire, probablement un primaire ici. C'est plutôt les zones paracorticales, c'est éventuellement parfois les sinus aussi, mais c'est vraiment, il y a juste qu'effectivement, il n'y a généralement pas de destruction complète du ganglion. Et ici, vous voyez que la capsule est à peu près respectée, il n'y a pas de dépassement. Bon, c'est variable, mais voilà, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Là aussi, on peut voir éventuellement de la nécrose, moins souvent quand même que dans l'os, mais ça n'a pas, là encore, d'incidence sur le diagnostic ou un éventuel pronostic. Alors là, en immunohistochimie, est-ce que je vous ai mis... Alors, je vais vous montrer pour la première fois, mais je vais vous le remontrer souvent, le marquage avec phospho-ERK. Alors, phospho-ERK, c'est un marqueur assez particulier. Vous savez peut-être déjà que dans les histiocytoses du groupe L, il y a très fréquemment, pratiquement toujours, des mutations sur la voie des MAP kinases. Donc, initialement, c'est des mutations de BRAF qui avaient été observées. Et puis avec le développement de la biologie moléculaire, il y a des mutations qui sont soit en amont, soit en aval de BRAF qui peuvent être détectées, notamment MAP2K1 en aval, mais pas uniquement. Et en fait, toutes ces mutations vont activer une voie qu'on appelle la voie des MAP kinases. Et le dernier effecteur de cette voie, c'est ERK, qui va être une protéine qui va être phosphorylée. Quand elle sera phosphorylée, elle passera dans le noyau des cellules. Et quand elle sera passée dans le noyau des cellules, elle va agir comme facteur de transcription. Et donc les mutations qu'on va trouver chez ces patients, où qu'elles soient situées, vont activer cette voie et arriver en fin de compte à une activation de ERK. Et donc l'immunohistochimie avec phospho-ERK est un marqueur indirect de mutation, de l'activation de cette voie.
Alors c'est un marqueur qui est utile, qui est pris en compte cliniquement, on y reviendra, mais qui est d'interprétation particulièrement bizarre et particulièrement difficile. Vous voyez sur la lame ici, il y a un marquage qui est plutôt en périphérie. En fait, c'est probablement que la régulation ERK phosphorylée ou non doit être très très rapide et très sensible également à la fixation, probablement à la vitesse de fixation, et c'est très habituel que l'on ait de marquage qu'en périphérie des prélèvements. Et donc, quand on va regarder les lames, il faut vraiment la périphérie du prélèvement. Quand on regarde à l'intérieur, oui. Quand on regarde à l'intérieur, là c'est un cas où c'est particulièrement positif, on n'est pas finalement si loin que ça, vous voyez qu'on est dans ce coin-là, on n'est pas complètement en bordure, on a déjà des cellules qui sont positives. On a toujours sur les lames des témoins positifs internes que sont les cellules endothéliales. Donc dire que l'anticorps a marché, oui, il a marché en général. Le problème c'est que ça ne suffit pas forcément, il faut vraiment être dans des zones, notamment en bordure, pour voir la positivité. Alors là vous voyez, il n'y a pas de problème, les cellules sont bien marquées, il y a à la fois un marquage qui est nucléaire, puisque quand il y a une phosphorylation, ça passe à l'intérieur du noyau, et un marquage cytoplasmique, et donc il y a vraiment une positivité. Si jamais on était dans une indication de thérapie ciblée, et je pense que là-dessus Abdelatif pourra commenter par la suite, et si on n'avait pas mis en évidence de mutation de gènes de la voie des MAP kinase, la simple expression de phospho-R pourrait, après une RCP multidisciplinaire dédiée, pourrait être un argument suffisant pour décider d'une thérapie ciblée. Tu veux en commenter maintenant Non, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est un marquage extrêmement utile. Alors, la seule chose pour la thérapie ciblée, c'est que phospho-ERK, si on n'a pas de mutation identifiée, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique, mais c'est forcément plutôt le ciblage de la molécule MEK. C'est donc un anti-MEK qu'on utilisera en attendant d'avoir le fait de savoir si le malade est BRAF muté ou pas. Donc c'est un marqueur très utile, et notamment dans les situations d'urgence, notamment chez l'enfant, où il peut y avoir des létés ersives qui nécessitent des traitements rapides. Et là, le phospho-ERK permet de mettre en place un anti-MEK en attendant d'avoir même le résultat de la biologie moléculaire. D'accord, merci. Donc sur la lame précédente, quand même, j'ai oublié les petits messages pour rentrer à la maison, si vous n'y êtes pas déjà. Donc phospho-ERK peut être un marqueur utile. Et puis pour l'atteinte ganglionnaire, il y a quand même un diagnostic différentiel qui est parfois difficile, vraiment très difficile, qui sont les lymphadénites dermatopathiques. Si possible, les cliniciens évitaient de biopsier un ganglion dans un drainage de lésions cutanées, de lésions prurigineuses, parce que c'est ce qui cause une lymphadénite dermatopathique. Donc ça va nous mettre dans des situations difficiles. Et puis des fois, le diagnostic différentiel est tellement compliqué que finalement, là encore, la biomol est assez pratique. Et quand on voit une mutation de la voie des MAP kinases, on est sûr c'est bien une histiocytose de la cellule de Langerhans. Là, en l'occurrence, chez cet enfant, il y avait une mutation de MAP2K1, donc il n'y avait vraiment pas de problème diagnostique. Bon, le diagnostic ne se posait pas, mais il y a des fois où c'est vraiment pas simple de faire la différence. Alors, atteinte osseuse, atteinte ganglionnaire, atteinte cutanée. Et donc là, c'est chez une femme d'une 60aine d'années qui avait juste des lésions du cuir du chevelu, je crois, en fait. Pardon, il y avait également une atteinte pulmonaire et un diabète insipide, donc effectivement une forme multi-organes, hein, donc peau, poumon et diabète insipide. Et donc là, il y a une biopsie, c'est sûr que c'est plus facile à biopsier au niveau cutané. Et voilà, donc le prélèvement, je vais vous en montrer plusieurs des biopsies cutanées, donc je ne vais pas forcément aller très lentement. Quand on grossit, en fait, on a un infiltrat qui est assez polymorphe. Vous voyez qu'ici, il y a pas mal de petits lymphocytes, manifestement, mais il y a quand même un coin où on voit ici un infiltrat qui est plus... quoique... si. Voilà, vous avez ici quand même plus de cellules avec des noyaux un petit peu bizarres, un petit peu chiffonnés. Certaines sont rentrées dans la partie épidermique. Donc il y a un épidermotropisme, et ça c'est un élément important au niveau cutané. En fait, ce qui est important, c'est que l'infiltrat histiocytaire va se plaquer contre l'épiderme et va grimper dans l'épiderme, comme vous voyez ici, ou comme vous voyez ici par exemple. Je crois qu'il y en a un petit peu en surface éventuellement. Là ici, il y a un petit peu également d'ascension. Il y a éventuellement associé des polynucléaires uniophiles, mais pas forcément tout le temps. Là encore, on peut voir des mitoses, mais ça n'a pas d'incidence ni pronostique ni sur le diagnostic. Et puis, l'infiltrat associé peut être éventuellement assez important. Comme vous voyez ici, il y a pas mal de petits lymphocytes qui sont associés.
Quoi d'autre? Il y a encore une zone ici qui est pas mal. Voilà, là c'est encore plus évocateur. Vous voyez qu'il y a ici, c'est une population presque homogène avec des cellules histiocytaires, hein, avec ces noyaux un petit peu cabossés, chiffonnés en grains de café, etc. Et qui vont probablement monter dans l'épiderme. On le verra peut-être un petit peu mieux avec l'immunohistochimie. Donc voici, ça c'était, je dois avoir de l'immunohistochimie pour accompagner, ah ben, j'en ai même pas mal. On va regarder j'ai un deuxième, ouais. On va regarder CD1A, puisque je n'ai pas encore montré le CD1A. Ben, de loin déjà, on voit bien qu'il n'y a pas de problème, c'est un bon marquage. Alors dans le temps, c'était un problème avec la fixation en boin, puisque l'épitope reconnu par cet anticorps est détruit par le boin, donc on avait des cas qui étaient négatifs. Maintenant que le boin a été complètement proscrit, finalement, il n'y a plus de problème. Et vous voyez qu'il y a vraiment des nappes de cellules qui sont positives. Là encore, hein, on pourrait imaginer que de temps en temps, c'est plutôt membranaire, mais on pourrait imaginer de temps en temps une ébauche de concentration golgienne là, dans la curvation du noyau. C'est peut-être pas forcément très évident sur le cas. Et bien sûr, il y a une ascension dans l'épiderme. Alors, dans l'épiderme, il y a aussi les cellules de Langerhans normales qui sont dendritiques, hein, qui ont des expansions dendritiques, qui restent présentes, qui sont même souvent hyperplasiques, probablement stimulées ou activées par les facteurs de croissance locaux. Et donc, il y a un mélange des deux, hein, à la fois les cellules histiocytaires pathologiques, néoplasiques maintenant, on le sait, qui ont grimpé dans l'épiderme, et puis les cellules de Langerhans normales qui sont encore présentes. Donc ça, c'était pour le CD1A. On va revoir à nouveau, mais peut-être rapidement, Langerhans, et vous voyez où c'est les 207, et vous voyez que c'est exactement pareil, hein, il y a vraiment la même quantité de cellules qui sont positives, donc là je vais passer assez vite, et là encore ça avait grimpé dans l'épiderme, vous le voyez ici, c'est toujours plaqué, hein, quand il y en a très peu, c'est facile, on est vraiment plaqué contre l'épiderme. Quelques cellules qui se baladent, mais celles-là, elles n'ont pas d'importance. Si ça se trouve, d'ailleurs, celles-là, elles ont une forme dendritique, elles sont réactionnelles, comme on pourrait voir dans à peu près n'importe quelle lésion, on peut avoir des cellules réactionnelles, dendritiques, qui expriment le CD1A ou la Langerhans. Celles-ci sont arrondies, vous voyez encore, hein, Langerhans avec son petit renforcement golgien, c'est assez habituel. Phosphoerque. Alors, phosphoerque, c'est normal de le voir exprimé dans les couches basales des kératinocytes, là c'est même un peu plus que basal. Et par contre, vous voyez que je suis un peu déçu, j'en ai pratiquement pas sur mes histiocytes. Un phosphoerque négatif n'a pas grande valeur, par contre, je vais trouver ici une petite zone où j'en ai quelques-uns. C'est peut-être un peu juste pour dire que c'est positif là, mais il y a peut-être une autre partie dans la lame où je vais en avoir d'autres. Mais ça peut être effectivement, voilà. Ça va me suffire, ça, pour dire que c'est positif. Il y a effectivement des histiocytes qui ont un marquage nucléaire et cytoplasmique. Ça me suffit, même si ce n'est pas partout. On est d'ailleurs pas loin de la bordure, hein, et donc il y a effectivement plus d'expression à cet endroit-là, de positivité liée à ça. Est-ce que j'avais un autre marqueur à vous montrer ici? Ben non, il y avait des lames en double. Donc voilà pour un premier exemple de forme cutanée. Je ne sais pas s'il y a des questions qui se... Non, je crois que c'est important que tu aies insisté sur le fait que c'est dans le derme. Parce que de temps en temps, on se trompe, ça part du derme. Alors les choses sont un peu différentes chez l'enfant et chez l'adulte. Chez l'adulte, de temps en temps, on est un peu embêté, notamment chez la personne âgée, avec des cellules qui peuvent infiltrer le derme et qui peuvent être satellites de syndrome myélodysplasique ou de leucémie mélomonocytaire. Comment est-ce qu'on s'en sort chez l'adulte âgé? Je vais avoir quelques... Les lésions, normalement, sont à peu près similaires. Hein. Entre l'adulte et l'enfant, l'aspect histologique est à peu près similaire. Habituellement, c'est similaire. Oui. Dans certaines situations, avec une monocytose et une histiocytose langerhansienne, ça arrive. Ah, oui. Comment est-ce qu'on s'en sort pour savoir si c'est une atteinte cutanée de l'histiocytose ou si c'est une atteinte par infiltration du derme par des cellules de la CMML? Tu cherchais à anticiper la partie où on Alors, parlera des cas compliqués. Dans ce cas-là, on va attendre après. Non, mais je voulais juste soulever la question pour les personnes âgées. Voilà. C'est quelque chose que l'on voit. C'est vrai qu'il faudrait qu'on y revienne, effectivement. Là, on reste dans les cas relativement simples. Et effectivement, on va revenir plus tard sur des cas plus compliqués. Alors, un message encore, là, c'est un autre exemple d'atteinte cutanée. Là encore, vous voyez de loin, c'est vraiment plaqué contre l'épiderme, avec une petite squamproute en surface. Et les lésions peuvent être assez petites. Hein. Vous avez une petite échelle ici. Vous voyez qu'on va arriver ouais, on est moins d'1 millimètre ici, enfin moins même, on doit être à 0,5 mm ici sur la lésion. Il ne faut pas la rater.
Et puis surtout, je vais vous faire le message, mais je vous le referai, il faut surtout épargner le prélèvement parce que c'est un petit, là il a 3 ans. Si on n'a pas le statut moléculaire avec ce prélèvement cutané, normalement on devrait l'avoir, il n'y a pas de raison, hein, c'est possible sur un petit fragment cutané comme ça, et on sera obligé de rebiopsier. Et donc effectivement, il faut être tout à fait vigilant à ne pas épuiser le prélèvement. Il n'y a besoin que de 2 anticorps, une fois de plus, hein, normalement, CD1A et CD207. Alors de temps en temps, quand le prélèvement est trop petit, et là effectivement ça avait été un petit peu limite si je me souviens bien, vous voyez qu'il y a quelques polynucléaires éosinophiles en passant, on n'avait pas pu réussir à obtenir le statut moléculaire en biologie moléculaire, et dans ces cas-là, et pour moi c'est seulement ces cas-là, j'utilise l'anticorps VE1 qui donc reconnaît les formes mutées de BRAF. Autant VE1 est un marqueur, là je parle peut-être plus pour les pathologistes hein, qui ont l'habitude de l'utiliser, et c'est un marquage excellent en ce qui concerne les mélanomes ou les carcinomes thyroïdiens. Autant pour les histiocytoses, je m'en méfie beaucoup. Dès les premières publications concernant cet anticorps, on savait déjà que le bruit de fond, le faux positif, c'était de préférence sur les histiocytes. Et puis, en plus, le niveau d'expression dans les histiocytes est nettement inférieur à ce qu'on voit dans les mélanomes. Et donc, on a un risque de faux positif et un risque de faux négatif. Et donc, il faut utiliser vraiment quand on n'a pas d'autres possibilités. Là, en l'occurrence, le marquage est joli. Il n'y a pas de bruit de fond nucléaire. Le marquage est strictement cytoplasmique. Il n'y a pas de bruit de fond au niveau de l'épiderme. Il n'y a pas de bruit de fond à côté. Donc, je pense que là, on peut décemment dire oui, c'est positif. Ce n'est pas aussi fort que ce qu'on voit dans le mélanome, mais c'est effectivement une positivité. Et on peut dire qu'il y a une mutation V600E dans ce cas-là. Mais vraiment, je ne l'utilise qu'en dernier recours. Il ne faut pas le faire systématiquement, il faut éviter ça, parce que finalement, ça revient à gaspiller un peu de prélèvement, alors qu'on en aurait besoin pour faire la biologie moléculaire, pour valider ça. Donc, message ici, c'est ne pas abuser des anticorps, ni PS100, ni VE1 en particulier, sauf si vraiment on n'est pas arrivé à ça. Alors ça tombe bien, parce que c'est une des questions qui est posée par... les personnes qui sont connectées. L'immunohistochimie a-t-elle une place, de BRAF a-t-elle une place dans l'histiocytose? Tu as répondu. Sous la torture. La question qui se pose, est-ce que c'est le bruit de fond et le faux positif change-t-il en fonction de l'organe? Non. D'abord, je fais relativement peu VE1, donc je manque d'expérience entre guillemets là-dessus. Non, j'en fais quand même quelques-uns. Non, pas tellement. C'est pas tellement variable en fonction de l'organe. Il y a peut-être des éléments de fixation, mais c'est généralement un marquage qui est faible et avec généralement on est embêté par des bruits de fond nucléaires, et dans ces cas-là, il faut être extrêmement prudent à pas répondre des faux positifs. Donc, voilà, faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Alors j'ai encore, je crois... Ça répond à la question. Les macrophages pulmonaires ne fixent pas particulièrement cet anticorps, pas comme tous les macrophages, ils fixent n'importe quoi. Comme tous les macrophages, on peut avoir un bruit de fond. Donc oui, tout à fait. On peut avoir peut-être un peu plus d'embêtement ou pas du tout. Oui, enfin... On a relativement peu tu nous diras peut-être pourquoi tout à l'heure quand on aura des cas, mais on a relativement peu de prélèvements pulmonaires des cytocytes cellules d'Langerhans, mais bon, les macrophages un peu n'importe où peuvent donner des faux positifs. Donc entre les faux positifs et les faux négatifs, VE1 n'est vraiment pas l'indication rêvée pour la détermination du statut moléculaire. Alors ici, c'est une fillette de 2 mois, qui avait des lésions sur tout le corps et pour lesquelles on avait adressé ce prélèvement. Donc là encore, on voit que l'infiltrat, il est surtout en superficie, c'est vrai. Et puis on voit que cet infiltrat, il est particulièrement riche, d'une part en polynucléaires éosinophiles, et d'autre part en cellules qui effectivement sont de morphologie histiocytaire. On peut se promener là-dessus, donc je vais aller assez vite. Voilà, donc la question était est-ce qu'on confirme le diagnostic? Il y a quand même des aspects un petit peu bizarres ici. Et puis donc il y avait également bien sûr, je pense que j'ai la lame CD1A. Vous voyez qu'il y a effectivement de nombreuses cellules
Alors d'une part, il y a ces cellules de Langerhans normales, de morphologie dendritique, qu'elles soient dans l'épiderme ici hyperplasique, mais également dans le tissu dessous. Mais il y avait également, et ça c'est effectivement incontestable, en migration dans l'épiderme ici encore, des cellules qui n'ont plus la morphologie dendritique, qui sont plutôt juflues, plutôt histiocytes, et qui effectivement pourraient tout à fait faire histiocytose à la cellule de Langerhans. Alors, c'est un cas qui est effectivement difficile, j'en conviens. Je ne saurais pas malheureusement bien vous dire pourquoi j'ai tiqué là-dessus, mais finalement, le diagnostic était plutôt celui de scabiose, comme vous le voyez là. C'est effectivement un parasite présent ici. Et en fait, c'était pour cette petite enfant de 2 mois, c'était une scabiose disséminée. Alors effectivement, dans une scabiose disséminée, il peut y avoir un infiltrat qui est particulièrement riche en polynucléaires eosinophiles. Il peut y avoir ces histiocytes. Et dans un infiltrat inflammatoire, il peut toujours y avoir des cellules CD1A positives. Alors, effectivement, dans ce cas-là, le fait qu'elle soit sous forme particulièrement joufflue et avec un épidermotropisme de ce type-là était piégeant. Il faut se méfier. Un message que je dirais pour la peau, c'est qu'il ne faut pas demander trop d'immunohistochimie. Si on n'a pas, parce que finalement là, on n'a pas ces lésions qu'on avait vues initialement réellement plaquées contre l'épiderme, comme on avait dans les cas précédents, il faut peut-être se retenir de demander trop d'immunohistochimie, parce que quand on se retrouve devant une lame remplie de CD1A, on risque d'être poussé par l'envie de répondre histiocytose à la cellule de Langerhans, ce qui n'était pas le cas ici. Donc méfiez-vous des diagnostics différentiels, et dans la peau, ne pas demander trop activement d'immunohistochimie s'il y a effectivement un doute et si l'aspect n'est pas vraiment des histiocytes plaqués contre l'épiderme. Alors, après les atteintes cutanées, il y a également, et Abdelatif en a parlé, des atteintes qui sont hépatiques, et donc 412... Alors là, c'est un cas qui m'avait été adressé par Frédéric Charlotte à la Pitié. Vous voyez qu'on est sur un prélèvement qui est chirurgical. En fait, c'est un foie natif de transplantation hépatique. C'est assez peu fréquent. C'est une femme 68 ans. Les transplantations hépatiques chez l'adulte sont relativement peu fréquentes pour histiocytose, un peu plus fréquentes en pédiatrie, hein, tu es d'accord. C'est effectivement un des problèmes des histiocytoses, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a quand même des traitements qui sont très efficaces, mais malheureusement, le foie peut parfois évoluer pour son propre compte et donc aller jusqu'à la transplantation hépatique. Et là, c'est un cas qui est assez... Donc, c'est le foie natif qui a été explanté, qui a été retiré et le greffon l'a remplacé. Là, vous voyez que la fibrose, bon, il y avait une cirrhose par ailleurs, hein, mais vous voyez qu'ici, dans ce gros espace porte, et ça, on le voit exceptionnellement, merci Frédéric, vous voyez qu'il y a un infiltrat, le canal biliaire a complètement disparu, vous avez l'artère, vous avez la veine, mais le canal biliaire qui était probablement ici a disparu, il a été complètement grignoté. Grignoté par quoi? Par ces histiocytes qui sont présents avec leur noyau réniforme, etc. Les polynucléaires eosinophiles, l'infiltrat qu'il faut, et bien sûr l'immunohistochimie va avec, que je vais vous montrer très vite, peut-être pas les deux d'ailleurs, hein, on va se contenter d'une seule. Voilà, donc il y a effectivement, vous voyez ici une immunohistochimie qui est positive, c'est la même chose avec la languérine, donc il y a bien encore une forme active chez ce patient. Actuellement, le problème, c'est que les histiocytoses récidivent, en tout cas en pédiatrie, souvent chez le greffon, et effectivement, il va se passer la même chose sous le greffon, donc le problème, et la question actuellement clinique, c'est d'essayer d'éviter que ça se reproduise. Ce que vous voyez éventuellement chez les patients, parce qu'on a quand même assez rarement des greffons, enfin des foies natifs, c'est plutôt des biopsies à l'aiguille, et dans ces cas-là, on ne voit pratiquement rien, puisqu'on n'a pas ces gros espaces portes, et ce qu'on va voir éventuellement, c'est des phénomènes de raréfaction canalaire, puisqu'on est dans des cholangites sclérosantes, et donc on aura des raréfactions canalaires qui seront non spécifiques. Vous voyez que le CD1A avait bien marché sur ce gros canal biliaire, et quand je vais me promener dans le foie alentour, où il y a des espaces portes de petite taille, éventuellement leurs petits canaux ont disparu,
hein. Il y avait effectivement une raréfaction canalaire chez ce patient, comme attendu, mais par contre, il n'y a pratiquement pas ou plus de cellules de Langerhans là-dedans. Donc, c'est même pas la peine sur une biopsie hépatique dans ce contexte-là d'aller faire une immunohistochimie. On ne verra rien. On va juste compter les canaux, les espaces portes et les canaux biliaires et confirmer qu'il y a une raréfaction canalaire. On a eu occasionnellement, mais là, il faut des techniques moléculaires ultra sensibles, extrêmement sensibles en PCR digital, pour aller voir des fréquences de mutation extrêmement faibles. Et on a eu quelques cas où on a effectivement vu la mutation de BRAF qui était présente à des taux extrêmement faibles, hein, moins de 1 pour 1000, dans ces biopsies hépatiques. Alors là, bien sûr, en allant prélever ici, bien sûr, pour la biomol, on va prélever à cet endroit-là, hein, de façon, on va micro-disséquer, et là, effectivement, il y avait la mutation. C'était une délétion de BRAF, en l'occurrence. Donc pas une mutation classique. Jean-François, pour l'atteinte hépatique, ça, on est tout à fait d'accord que dans un tableau de cholangite sclérosante, effectivement, la biopsie à l'aiguille ne va pas être informative en termes d'immunohistochimie. Mais il y a des atteintes parfois tumorales, nodulaires, parfois des atteintes aiguës, infiltratives. Et là, je pense que si la biopsie est faite, on aura une infiltration typique d'histiocytose cancéreuse. Oui. Il y a effectivement ces trois formes hépatiques. Il y a la forme qu'on voit quand même pas souvent, qui est la forme du l'hétérargie, le tout petit avec une hépatomégalie. Celle-là, on va généralement pas les biopsier. On aura la peau qui permettra le diagnostic. Il y a la cholangite sclérosante, qui est cette forme chronique et qui va finalement détruire le foie et aller éventuellement jusqu'à la transplantation hépatique. Et puis, il y a ces formes nodulaires, tumorales. Ça va être un peu comme quand on va parler de l'atteinte du système nerveux central, c'est un peu la même chose. Et donc, ces formes qui donnent, c'est pas vraiment dégénératif pour le foie, c'est vraiment une destruction des canaux et vraiment l'aspect cholangite sclérosante. Mais il y a effectivement des nodules, notamment chez l'adulte, on en a un peu plus, hein, qui sont tout à fait comme on aurait un granuloome et là, l'immunohistochimie est positive et la biopsie aussi. Oui. D'accord. 2412. Alors, non, pardon, c'est là. Voilà, j'ai parlé, ça, on ne peut pas tout faire. Tu me dis, Synthèse, que je peux parler. Donc là, c'est une femme de 47 ans. Et on devine qu'il s'agit de poumons. Alors, pendant que je me repère, si tu veux dire un commentaire sur l'atteinte pulmonaire ou... Oh, brièvement, alors pour l'adulte, parce que chez l'enfant, c'est une forme qui, en général, chez le tout petit, dans le cadre d'une forme systémique. Chez l'adolescent, il peut y avoir une atteinte pulmonaire qui se révèle par pneumothorax, qui est souvent d'ailleurs associée à un diabète insipide. Et chez l'adulte, ça s'associe au tabac et classiquement, typiquement, en tout cas dans les lésions débutantes, c'est bronchiolocentré. Et ça arrive que ce soit sous-pleural. Et donc, c'est des lésions nodulaires, effectivement, qui sont très hétérogènes au sein du nodule et d'un nodule à l'autre. Alors là, c'était une femme effectivement tabagique, elle avait 30 paquets à nez et des nodules pulmonaires. Effectivement, là, il y a un nodule. On n'a pas tellement de destruction du parenchyme ici, c'est pas majeur. Mais effectivement, il y a un nodule qui est bien visible. Quand on va voir là-dedans, en fait, c'est pas si évident, hein, le côté sauteré sur la bronchiole terminale, sur ce prélèvement, c'est pas si évident que ça. Et au niveau des histiocytes, il y a des macrophages, hein, qui sont certains des macrophages alvéolaires. Il y a quand même ici des histiocytes avec des noyaux un peu cabossés, effectivement. Donc cela, on pourrait se demander si, et puis à côté, un polynucléaire éosinophile. Là, clairement, c'est un petit peu le contraire de la peau. Il faut vraiment de l'immunohistochimie. Autant dans la peau, il faut pas en demander trop. Là, au contraire, il faut en demander un peu plus. Faut pas hésiter à y aller. Là, sur ce champ-là, on dirait oui, on a envie de dire histiocytose à la cellule de Langerhans. Allons-y. Et si l'immuno ne marche pas, il faudra la refaire. Mais vous voyez que l'immuno, finalement, elle est assez troublante sur ce nodule-là. Et les cellules positives, elles sont au pourtour. Et au centre, il n'y en a plus. C'était la même chose avec CD207. Je vois que le temps tourne, donc je n'aurai pas le temps de vous le montrer. Mais les cellules sont là. C'est un petit message quand même, là, parce que quand on va faire de la biologie moléculaire, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vous ai dit qu'on allait micro-disséquer, oui, mais on va micro-disséquer, il faut éviter d'aller prendre le nodule, parce que finalement, là, vous n'auriez pratiquement aucune cellule de Langerhans, vous n'auriez que l'espèce de conglomérat de cellules qui sont arrivées après. Et donc là, il faut vraiment se baser sur l'immunohistochimie et dire, c'est cette partie-là qu'on va aller prendre. Hein. Et vous verrez tout à l'heure comment nous, on prélève dans le labo, généralement avec des petits ponches biopsies qu'on va mettre directement sur les blocs. Alors je vais aller rapidement sur un deuxième cas, également d'atteinte pulmonaire. Et je vois qu'il faut vraiment que j'aille parler plus vite. Hein.
On ne va pas faire toutes nos lames là. Voilà. On en est à la numéro 8. Donc là, vous avez effectivement plusieurs prélèvements pulmonaires. C'est Marianne Cambouchner qui me l'avait adressé. C'était une personne qui avait un pneumothorax spontané et qui persistait après drainage. Et donc, là, il y a une intervention. Là-dessus, je peux vous dire, on ne va pas perdre de temps. Histologiquement, il n'y avait quasiment rien. Et là, c'est à nouveau ce message. Il ne faut pas hésiter, là, au contraire de la peau, à aller mettre des anticorps. Et finalement, vous allez voir que quand on met des anticorps, on finit par voir quelque chose, mais il faut vraiment avoir envie, parce que sur l'ensemble de la lame, il n'y a finalement que peu d'endroits où on va trouver une accumulation de cellules. Alors effectivement, quand il y en a un paquet comme ça, il n'y a pas de problème, là on peut prendre une photo, et ça ne peut pas être normal, donc on va pouvoir confirmer. En plus, le contexte était probablement évocateur, hein, j'imagine, mais oui, il y a une histocytose des cellules de Langerhans, mais sans immunohistochimie, vous voyez qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup des cellules de Langerhans. Voilà, donc c'est un peu le message, c'est qu'éventuellement au niveau pulmonaire, ça peut être cicatriciel. Alors, je vais enchaîner directement, enfin sauf s'il y a des questions qui arrivent, je vais enchaîner directement avec, donc on est toujours dans le groupe des histiocytoses du groupe L, et on a donc rapproché des histiocytoses à cellules de Langerhans dans ce groupe, la maladie Erdheim-Chester. Et donc je vais passer maintenant à des exemples de maladie Erdheim-Chester. Avec ici une biopsie périrénale qui nous a été adressée de Mulhouse, et vous voyez l'habituel de ce qu'on obtient d'une biopsie périrénale. C'est-à-dire que, alors l'objectif là, le radiologue qui a fait le prélèvement a bien fait le prélèvement, c'est-à-dire que quand on fait une biopsie périrénale, en fait on cherche la gangue fibreuse qui est autour du rein et pas à l'intérieur du rein. Donc on n'est pas de parenchyme rénal, ça c'est très bien, on n'en avait pas besoin. Sauf peut-être pour dire que c'était la preuve qu'on était bien autour du rein, mais finalement c'est pas du tout un problème qu'on n'ait pas de rein. Après il y a effectivement la taille de la biopsie qui n'est pas gigantesque, mais c'est finalement suffisant. Finalement suffisant pour voir quoi? Pour voir qu'il y a de la fibrose, oui, ce qui explique qu'au niveau radiologique on ait cet aspect de rein chevelu, et puis il y a un infiltrat. Et dans cet infiltrat, on a quoi? Un peu de tout, un peu de tout. On a des petits lymphocytes, on a quelques plasmocytes, on a, oui, bien sûr, des histiocytes. Hein. Là, leur cytoplasme est plutôt rose. Ils ne sont pas particulièrement avec un cytoplasme spumeux, qu'on pourrait apprécier, sauf peut-être un peu ici. Est-ce qu'il y avait un vague? Non, c'est même pas multinucléé ici. Donc en fait, on est assez frustré. Et c'est ça le problème de pas mal de collègues, c'est de dire, c'est du non spécifique, ça ne veut rien dire, je ne peux pas pouvoir affirmer un diagnostic là-dessus. Je suis assez d'accord, on va répondre c'est non spécifique, mais dans ce contexte cliniquement évocateur de rein chevelu et cette biopsie qui a été faite par rapport à l'hypothèse d'une maladie Erdheim-Chester, dans ces cas-là, on dit c'est effectivement non spécifique, mais compatible avec le diagnostic de maladie Erdheim-Chester. Là, l'immunohistochimie ne va pas nous aider énormément. On va quand même faire le CD163, vous verrez que c'est mon marqueur préféré. Oui, il y a des histiocytes, hein, il n'y a pas de problème, ils sont là. Peut-être un peu plus que ce qu'on imaginait d'ailleurs sur l'histologie, on est souvent un petit peu surpris. Et du coup, on comprend que la biologie moléculaire a marché. Et puis voilà, après, dans les critères diagnostiques, on doit également faire le CD1A pour dire qu'ils sont négatifs pour CD1A. Concrètement, quand le prélèvement est tout petit, il m'arrive, je reconnais, d'oublier de le faire parfois, mais globalement, c'est vrai que c'est dans les recommandations officielles, il faut faire un marqueur macrophagique et CD1A pour dire ce n'est pas langerhansien. Et puis, par contre, ce qui va être utile dans ce cas-là, et j'en ai déjà parlé, c'est phospho-ERK, puisque finalement, de temps en temps, la biologie moléculaire ne va pas marcher, et là, ce n'est pas le cas, puisque finalement, il y avait une mutation MAP2K1 qu'on a détectée. Vous voyez que ça suffit pour faire une mutation, excusez-moi, et phospho-ERK démarre, et vous voyez que là, j'ai quelques histiocytes qui sont positifs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a un ici, il y en a ici un petit marquage qui n'est peut-être pas suffisant encore, et vous voyez qu'on va les chercher. On va chercher quelques histiocytes, mais des vrais histiocytes. Il faut se méfier, les cellules endothéliales peuvent être positives, les fibroblastes souvent à côté sont activés et vont être positifs, et en fait on ne va pas avoir tellement de cellules. Mais finalement quand j'en ai quelques-unes qui sont suffisamment, quand il y en a 3-4 qui sont bien sans poser trop de problèmes, on va pouvoir dire que c'est phospho-ERK positif. Mais vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose quand même sur cette biopsie à se mettre sous la dent. Il y en a quelques-uns, mais qui sont quand même pas, c'est pas énorme. Alors j'ai peut-être pas pris le bon niveau de coupe là quand j'ai numérisé, mais c'est pas gigantesque. Hein. Mais
quand on n'a rien de mieux à se mettre sous la dent, dans la discussion anatomoclinique, ça va pouvoir être suffisant éventuellement si on n'a pas de mutation pour permettre une prescription. Je vais enchaîner avec un autre prélèvement périrénal, un homme de 78 ans. Je ne vais peut-être pas vous montrer tous les prélèvements périrénaux parce qu'ils sont relativement monotones et frustrants. Et c'est mon message principal, hein, c'est que sur le périrénal, vous serez frustré. Il va s'ouvrir. J'ai même mis que la HES, là, tellement c'est frustrant. Voilà, là c'est un prélèvement, il n'y a pratiquement que de la fibrose. Et celui-là, non, la biologie moléculaire n'a pas marché, je crois qu'il n'y avait vraiment pas assez de cellules dessus. Mais c'est pas normal d'avoir ça autour du rein, on est bien d'accord. On ne peut pas dire qu'on est dans une situation complètement standard. Il y a quand même une grosse épaisseur, une grosse gangue fibreuse autour du rein. Il se trouve que le prélèvement là est passé probablement dans une zone qui était particulièrement fibreuse et l'infiltrat, vous voyez, extrêmement faible. Il y a quelques petits lymphocytes, il y a sûrement quelques macrophages là-dedans. Là, la biologie moléculaire avait été non contributive et donc dans ces cas-là, effectivement, phospho-ERK peut être très utile. Alors, je ne sais pas si j'en ai encore une périrénale, je suis désolé. J'ai peur que le temps passe trop vite, donc je vais arrêter les frustrations sur le périrénal et passer aux frustrations pleurales. Passer à la frustration pleurale, effectivement, parce que effectivement, on a aussi ce problème avec les biopsies pleurales. La maladie d'Ardham-Chester est quand même pas complètement épanouissante en permanence quand on fait juste la partie histologique dessus. Et on est quand même souvent content de pouvoir confirmer. Voilà, un exemple de biopsie pleurale. Là encore, hein, vous voyez de loin, on va chercher. Je crois qu'il y avait quand même des endroits où il y avait quand même quelques histiocytes un peu spumeux, mais là, non, c'est plutôt des macrophages, enfin, c'est plutôt des fibroblastes activés, je pense. Il me semble qu'il y avait un coin sur cette lame-là où il y avait quelques histiocytes spumeux. Là, clairement, c'est du non spécifique. Et ce qu'on peut, pathologiste, dire, c'est juste, il y a un épaississement pleural, il n'est pas normal, effectivement, mais c'est non spécifique. Il se trouve que sur ce prélèvement, on a vu la mutation V600E, en biologie moléculaire, bien sûr, et donc, on peut dire, dans ce contexte, avec cet aspect histologique-là et la mutation en V600E, il n'y a pas de problème, c'est bien une localisation, sans discussion, de la maladie d'Ardham-Chester, qui était par ailleurs, là je crois qu'il y avait une atteinte également périrénale, donc cliniquement, il n'y avait pas trop de doute, quoi, et c'était est-ce qu'il y avait aussi, en plus du périrein, une atteinte pleurale? Là, la réponse était oui. Donc, contrairement à l'histiocytose longueur-ancienne pulmonaire où il y a des pneumothorax à cause des kystes, où il n'y a pas de pleurésie, il n'y a pas d'épaississement pleural sauf post-chirurgie, dans les Ardham-Chester, effectivement, il y a une atteinte pleurale. Oui. Donc, cliniquement, c'est aussi un élément important à avoir en tête pour différencier les deux. Que je trouve assez évocatrice, hein, du diagnostic, hein, quand on a ces formes-là. Est-ce qu'il y en a encore un là? C'est du poumon. Je vais aller très vite. Là encore. Hein. Là encore, vous voyez, il y a un épaississement. Il n'y a pratiquement rien à l'intérieur, mais il y a l'épaississement et puis l'épaississement des septa également. Mais c'est pas gigantesque, encore une fois. Hein, et celle-là, là, on n'a pas trouvé de mutation. Hein. Il y avait phospho-ERK qui était positif. Là, on a quand même un peu plus de histiocytes spumeux. Alors, c'est sûr que quand on a ces histiocytes spumeux, on a un petit peu plus d'envie de faire plaisir aux cliniciens et de dire oui, ton hypothèse d'Ardham-Chester, ça colle assez bien, on voit ça. Là, c'était un peu. C'est étonnant d'ailleurs, là, qu'on n'ait pas eu de biolmol qui est enfin, je crois qu'elle a marché, mais que c'était wild type, on n'a pas vu de mutation. Peut-être qu'on rate encore quelques mutations, c'est possible. Bon, il faut que j'avance. Et là, c'est un cas. C'est encore un poumon. Oh là là. Tu peux passer au péritoine. Troisième frustration, péritonéale. Est-ce qu'il nous manque quelque chose de nouveau? 476. Ah non, 12. Est-ce qu'il nous manque quelque chose de nouveau? Il vient de Finlande, celui-là. Voilà, non, encore un épaississement. Non, il n'y a pas grand-chose de... Non, on va pas. On va avancer parce que j'ai peur qu'on soit juste en temps. Alors, il y a une atteinte. C'est des cas sur lesquels on a travaillé récemment. Qui sont des atteintes péritonéales et qui peuvent être assez piégeantes, d'une part pour le clinicien et d'autre part pour l'anapathe.
On a repris récemment une série d'une quinzaine, vingtaine de patients avec une atteinte péritonéale. Là, en l'occurrence, c'est un patient qui avait un syndrome inflammatoire, une infiltration du grand épiplomb, et puis rien d'autre. Et c'est dans un second temps, au fil des mois et années qu'on suivit, que la partie Erdheim-Chester est effectivement devenue évidente. Et vous voyez ici sur des franges péritonéales, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont, enfin, les franges sont épaissies. Il y a des lésions qui sont assez nodulaires et qui ont l'air d'être plaquées contre la séreuse, hein, des petits, là encore, je pense qu'on est en bordure avec la séreuse et un nodule, et puis là, un plus gros nodule. Et puis là encore, des petites lésions nodulaires, probablement la séreuse doit être ici, la surface, là encore, un nodule qui est probablement plus fibreux, celui-ci, et moins cellulaire. Alors je vais grossir sur l'un d'entre eux, et effectivement, quand on n'a pas bien l'habitude, on dit, bah, oui, je vois des macrophages, et ils sont un peu joufflus, un peu spumeux, avec des petites vacuoles, des petits trous. C'est pas vraiment spécifique tout ça. Je suis d'accord une fois de plus, c'est pas vraiment spécifique tout ça. Là, il y avait une mutation V600E, une fois de plus. Et c'est quand même un problème, il faut le savoir. Il y a un des patients dans cette série qui a eu, dans le même temps opératoire, 16 examens extemporanés successifs. Le chirurgien, manifestement, voulait absolument que ce soit une carcinose péritonéale. Et l'anapathe répondait, écoute, je vois des macrophages. Et deuxième extempo, troisième extempo, faut savoir s'arrêter. Mais voilà, donc effectivement, ça peut être assez piégeant et vraiment difficile. Et là, clairement, en extempo, on ne peut pas répondre mieux que ce sont des macrophages. Et après, effectivement, si on voit une mutation de BRAF et puis que secondairement, le tableau clinique correspond bien, on peut y arriver. Mais là encore, hein, dans Erdheim-Chester, hein, le message, c'est qu'on ne fait pas le diagnostic tout seul, on fait le diagnostic en équipe avec les cliniciens et puis avec la biologie moléculaire si besoin. En attendant, pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à poser vos questions, on les relaiera, même si on court un peu après le temps, il n'y a pas de problème, on prendra les questions. Éventuellement, je les regrouperai pour qu'on puisse y répondre. Alors j'enchaîne. Là, effectivement, il y a Addiatif a montré là aussi des photos qui sont assez pratiques. Ce sont les atteintes périoculaires, assez pratiques parce qu'assez accessibles. Et il y a éventuellement des patients qui ont des résections itératives, des patients qui sont normolipémiques, qui ont des xanthelasmas à répétition, qui ont des résections pour chirurgie esthétique en fait, qui sont envoyées au baquet ou éventuellement à la pâte, mais où finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit une infiltration par des histiocytes spumeux. Là encore, hein, ce n'est pas spécifique, ça peut être de simples xanthelasmas. Un petit signe qui avait été, là, ça avait été notamment vu par Frédéric Charlotte, en comparant des xanthelasmas normaux, des xanthelasmas de patients avec Erdheim-Chester, il y a plus de cellules de Touton dans les xanthelasmas des Erdheim-Chester. Là, en l'occurrence, dans ce cas-là, qui était pourtant Erdheim-Chester, il y en a relativement peu des cellules de Touton. Il y a quelques cellules multinucléées comme ici, beaucoup de cellules spumeuses, mais c'est comme ça dans un xanthelasma, et pas grand-chose de spécifique. Donc là encore, par contre, c'est des prélèvements qui sont assez pratiques parce qu'en termes de biologie moléculaire, on peut y aller, on peut prélever là-dedans, et on a souvent plus qu'une simple biopsie cutanée ou qu'une petite biopsie périrénale. Donc c'est un prélèvement assez simplement accessible. Deux questions pour relayer ce qui est dit. D'abord, il faudrait peut-être préciser pour les cliniciens ce que c'est qu'une cellule de Touton. D'une part. La deuxième chose, c'est que les xanthelasmas sont souvent BRAF V600E sur le plan moléculaire. Et une question qui est plus générique, y a-t-il un réseau anapathe pour adresser les cas pour confirmation des diagnostics? Je pense que tu peux parler du réseau qu'on a mis en place dans le réseau des histiocytoses, qui tourne bien et où on peut tout à fait revoir les cas. Et puis il y a les RCP qui sont mensuels, hein, qui permettent de discuter les cas. Donc c'est l'intérêt du réseau. Et il y a en plus associé à ce réseau le registre qui est de loin le plus gros registre mondial des histiocytoses, qui a permis d'avancer, de faire des progrès considérables dans le domaine. C'est grâce à ça, il y a l'organisation du groupe français qui est très efficace que beaucoup de progrès ont été faits là-dessus. Alors, cellules de Touton, je vais y répondre, mais un petit peu plus tard, parce que je vais en avoir des jolis, là. Il n'y en avait pas des très jolis. Là, j'arrive à un jeune homme de... Voilà, là, le temps passe vite, c'est terrible. Il reste encore plus de la moitié des lames. J'arrive à un jeune homme de 14 ans qui avait une atteinte osseuse. 1962, hop.
Et là, on va commencer les complications. Pour l'instant, j'ai montré des cas relativement simples. Et on va commencer à compliquer un petit peu les choses. La teinte osseuse était un petit peu hétérogène. Et là, vous voyez qu'en fait, je crois qu'elle était en particulier lithique pour une partie. Et donc, on s'attendrait plutôt à une histiocytose de la cellule de Langerhans. Et ici, vous voyez que c'est plutôt les histiocytes spumeux qui apparaissent. Et donc, les histiocytes spumeux, ce n'est pas ceux de l'histiocyte de la cellule de Langerhans, c'est plutôt ceux du Erdheim-Chester. Donc je vais malheureusement un peu vite. Il y avait également des endroits sur cette biopsie où on avait quand même des histiocytes type Langerhans. Alors est-ce qu'on en a là? Non. Je vais être obligé d'aller très vite malheureusement, de plus en plus vite. Mais il y a ici quelques histiocytes au noyau un petit peu plus... enfin, le cytoplasme d'abord est éosinophile, ils sont plus petits, les noyaux sont un petit peu bigarrés, encochés, et je crois qu'on a quelques polynucléaires éosinophiles qui vont être associés par-ci, par-là. Donc en fait, on a un aspect un peu bigarré entre est-ce que c'est Langerhans, est-ce que c'est Erdheim-Chester? C'est la raison pour laquelle on a rapproché ces deux maladies, c'est qu'il y a des formes mixtes. Et donc il y a des formes où il y a les deux. Là, je vous montre le CD163 qui donc va marquer normalement les cellules spumeuses, les cellules, et là on les voit bien, hein, plutôt type Erdheim-Chester. Et puis, je vais vous montrer également le CD1A, et il y en avait beaucoup moins, mais il y en avait incontestablement. Alors, où sont-elles cachées? Ah non, c'est une tâche. Alors, elles sont parties. Ah, c'est le problème du direct. Hein, bon, non, il n'y en a pas. Est-ce que c'est à celui-là que je pensais? Non, mais il n'y en avait pas, pardon, je pensais être dans la forme mixte, désolé. Donc là, effectivement, c'est pour illustrer chez un jeune homme. Donc là, c'est que du Erdheim-Chester, donc ce n'est pas là une forme mixte, il n'y a pas de Langerhans. Donc voilà. Les tâches ne sont pas CDA. Voilà, dans le cas présent. Alors du coup, je vais peut-être sauter le suivant et passer au sursuivant pour vous montrer un vrai 19590, un vrai forme mixte. Qui lui est un adulte, un homme d'une soixantaine d'années, si l'HES veut bien s'ouvrir. Donc là encore, un prélèvement osseux. Là encore, vous allez voir des zones avec les histiocytes de Langerhans. Ah voilà les cellules de Touton. Des magnifiques cellules de Touton, les voilà. En fait, c'est des cellules qui sont multinucléées. Alors, il peut y avoir beaucoup de noyaux, il peut y en avoir un peu, mais il y en a plusieurs. Et puis, le cytoplasme du centre est plutôt éosinophile, comme vous voyez ici. Et le cytoplasme de la périphérie est plutôt spumeux, comme on a ici. Donc, en fait, c'est des cellules avec deux aspects. Vous en avez encore une ici, hein, avec le centre cytoplasme éosinophile. Autour, c'est spumeux. Ici, encore une. Hein. Donc, il y a beaucoup de cellules de Touton ici. Et puis, quand on va dans d'autres coins de cette biopsie, il y a aussi vous voyez, il y a de la nécrose, il y a des cristaux de cholestérol qui se baladent. Hein. Ça n'a pas d'incidence particulière. Et puis il y a des coins où il y a des cellules avec un peu plus de noyaux réniformes, mélangées d'ailleurs avec les cellules spumeuses, et elles étaient parfois, mais je ne vais pas avoir le temps de le chercher, avec des polynucléaires éosinophiles. Donc on a un peu des deux, et là quand on va faire l'immunohistochimie, on aura effectivement un peu des deux. C'est-à-dire qu'on va avoir, c'est la languérine, des zones qui sont avec pratiquement que des cellules positives, mais pas que, parce que finalement elles sont mélangées, vous voyez ici, avec d'autres cellules, ça il y a du flou ici, avec des cellules qui sont négatives pour la languérine, et puis je vais essayer de trouver des zones d'interface. Des fois elles sont vraiment au contact l'une de l'autre. Hein. Aïe, la numérisation a été médiocre. Et puis, on va pouvoir comparer avec le CD163, qui lui aussi est positif, mais lui, non pas sur les cellules de type Langerhans, mais sur les cellules de type Erdheim-Chester. Et vous voyez qu'il y en a pas mal aussi, et quand on va grossir, ce sont plutôt les cellules spumeuses, quand la lame n'est pas floue, qui sont positives, comme vous voyez ici. Voilà, donc là c'est une forme mixte, et effectivement dans les patients avec Erdheim-Chester il y a à peu près 10-15% de formes mixtes. Après je vais aller un peu vite, je vais passer les deux cas suivants. Il y a des formes encore plus complexes. Un des cas suivants, et c'était pour illustrer l'intérêt de faire le CD207 par rapport au CD1A, c'est-à-dire qu'on a quelques cas en fait, ou sur des biopsies notamment cutanées, mais pas uniquement, ça peut être aussi sur des biopsies digestives, où on peut avoir une expression de CD1A, mais pas de CD207. Et dans ces cas-là, le diagnostic, ce n'est pas histiocytose à cellule de Langerhans, c'est une histiocytose à cellule indéterminée. Il y a une absence d'expression de CD207.
c'est un diagnostic différent, c'est un diagnostic en soi. Est-ce que ce sont des maladies complètement différentes? On travaille encore dessus, mais il y a clairement un certain nombre de formes qui sont particulières, avec en particulier des gènes de fusion qui sont un peu particuliers. Et puis il y en a qui en fait sont des simples expressions d'une variation phénotypique. Et j'enchaîne là-dessus pour compliquer sur les Erdheim-Chester en particulier, c'est que chez les patients adultes avec Erdheim-Chester, il peut y avoir dans à peu près 15% des cas des patients qui ont en même temps une leucémie myélocytaire chronique et qui ont donc des atteintes des progéniteurs hématopoïétiques. Ces progéniteurs hématopoïétiques vont donner des monocytes. Les monocytes sont également mutés et ces monocytes vont aller dans les tissus et se différencier. Et suivant les tissus, ils vont apparaître. Ils vont éventuellement se différencier en cellules de Langerhans ou en cellules spumeuses type Erdheim-Chester et donner les modifications d'Erdheim-Chester, ou les deux. Et dans un patient que je n'aurai pas le temps de vous montrer, il y avait également un troisième type cellulaire qui était les cellules indéterminées. Donc on avait 3 expressions phénotypiques différentes pour le même patient, et c'est bien effectivement l'illustration qu'on a au départ un progéniteur et que le monocyte qui se promène peut se... Voilà. Alors après, il y a des problèmes nosologiques qui ne sont pas encore complètement résolus, je pense, mais effectivement chez ces patients, c'est la question que posait Abdelhafti tout à l'heure, c'est que chez ces patients qui ont une prolifération monocytaire, généralement LMMC, et une localisation cutanée, c'est parfois difficile de dire c'est juste une localisation cutanée de la MMC ou au contraire c'est juste effectivement une histiocytose langerhansienne ou une histiocytose. Voilà, mais je crois que c'est plus de la nuance nosologique qu'un réel diagnostic différentiel. Alors le cas suivant, c'est une femme de 20 ans avec une atteinte méningée. Et justement, avant de vous le montrer, je vais peut-être vous montrer une... voilà, j'ai fait un petit point sur les cas pour lesquels il m'arrive d'oublier de noter quelle est la localisation ou de ne pas le savoir. Mais vous voyez sur les cas reçus pour histiocytose, vous voyez qu'en premier lieu c'est la peau et l'os avec 26% de ex aequo, avec 26% de prélèvements qui sont cutanés ou osseux. Vient ensuite le périrein parce que c'est une zone qui est quand même assez facile à biopsier et donc c'est généralement pour des suspicions de maladie d'Erdheim-Chester. Ensuite les ganglions. Et vous voyez que le système nerveux central arrive quand même pas si loin, c'est en 5e position. Et vous imaginez bien que quand un patient a une atteinte de différents organes, c'est probablement pas le système nerveux central qu'on va biopsier en premier, donc c'est probablement sous-estimé par rapport au nombre de prélèvements, par rapport aux réelles localisations. Donc l'atteinte du système nerveux central n'est pas exceptionnelle dans l'histiocytose, il faut y penser, et c'est des diagnostics qui sont également parfois difficiles. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et là encore il faut qu'on aille assez vite malheureusement, mais l'atteinte elle peut être sous forme tumorale, hein, comme on a parlé dans le foie, et elle peut être sous forme neurodégénérative. Là on ne montrera pas d'image neurodégénérative, hein, parce que ce serait plutôt des images autopsiques, mais effectivement des patients vont avoir une dégénérescence qui commence souvent sur le cervelet, mais qui va après s'étendre un petit peu partout ailleurs. Alors je vais vous montrer ce cas, donc ce que je vais vous montrer, c'est des formes tumorales. Et là, c'est un cas qui m'avait été adressé par Karina Mokhtari à la Pitié-Salpêtrière. Et je vais commencer par... Pourquoi j'ai autant d'HLS que ça, mon Dieu? Voilà, là c'est un gros nodule, hein, qui était... J'espère que c'est le bon numéro. Ouais. C'est un gros nodule. Il y a vraiment un peu de tout là-dedans. Et il y a effectivement des histiocytes. Il y a un peu de tout, il y a quelques polynucléaires éosinophiles également, il y a des petits lymphocytes, mais il y a des histiocytes qui sont présents et qui sont là plutôt mononucléés. Alors leur cytoplasme, tantôt éosinophile, tantôt c'est relativement peu spécifique. J'ai oublié de vous dire pour les Erdheim-Chester, les noyaux des macrophages sont souvent assez petits, assez condensés. Là, on a moins fréquemment quand même des noyaux comme ça, avec condensation périphérique et petits nucléoles. C'est pas vraiment l'habitude dans Erdheim-Chester. Donc on ne sauterait pas là-dessus sur une idée Erdheim-Chester. Il y a des histiocytes et il n'y a pas grand-chose d'autre. Bien sûr, il faut évoquer le diagnostic différentiel, bien sûr, tout ce qui est métastase, tumeur primitive, etc. Il faut y penser. Et c'est finalement par diagnostic d'exclusion sur lequel on va arriver sur histiocytose. Mais là, clairement, il y a beaucoup d'histiocytes et il y a surtout des histiocytes qui sont présents. Alors là, l'immunohistochimie va être utile. Bon, je vais aller rapidement. Je préfère en général
général, le CD163, mais CD68 peut être utile. Là, clairement, CD163, il n'y a pas photo, hein, c'est positif. Et puis, le CD1A, je crois, était négatif. Qu'est-ce que je peux vous faire? Ah, je vous ai mis le VE1, allez, je vais vous le montrer, mais j'aime pas. Ouais, là, ça va. Les noyaux sont propres. Les noyaux sont propres et les cellules sont positives. Vous voyez, c'est un marquage qui est faible, hein, mais effectivement, il y a une positivité là, des cellules pour cytoplasmiques. Donc, il y a effectivement la mutation V6-1E. Donc, cet infiltrat avec la mutation V6-1E, il n'y a pas de problème. Puis, ça a été vérifié par biologie moléculaire. Par contre, dire que c'est un Erdheim-Chester ou Langerhansien ou autre, là, j'ai pas d'éléments, c'était CD1A négatif. Et dans ces cas-là, on va rester groupe L, c'est-à-dire groupe qui regroupe toutes ces entités. Attends, ça, je me permets d'intervenir. Ouais. C'est-à-dire que l'absence de CD1A ne permettra pas de dire que ce n'est pas Langerhansien. Ben, on peut dire non Langerhansien, ouais. Mais finalement, il vaut mieux. Non Langerhansien, c'est l'ancienne classification, celle des années 70. Oui, tout à fait, mais là, finalement, on peut quand même lui dire que c'est dans un groupe, qui est le groupe L, qui finalement va regrouper ces entités avec mutation de la voie des kinase. Et ça a un intérêt thérapeutique derrière. Parce qu'effectivement, tout à fait, mais localisation cérébrale d'histiocytose langerhansienne serait CD1A ou pas? Si c'était Langerhansien, oui. Ah oui, bien sûr, oui. Alors, je vais continuer. Là encore, je crois, avec... non, pardon, je vais rester dans les histiocytoses du groupe L et pour vous en montrer des moins fréquentes. Là, c'est un cas qui nous vient de Würzburg en Allemagne. 568... Et là, c'était une atteinte, un nodule unique derrière l'oreille. Donc là encore, des histiocytes. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ah, ils ont des noyaux un peu cabossés, un peu incisurés. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de polynucléaires éosinophiles. Histiocytose, d'accord. Après, il faut faire envisager bien sûr tous les diagnostics différentiels, mais histiocytose, c'est juste pour vous montrer une entité qui est encore relativement pas bien connue. Et je vais vous montrer donc rapidement le marquage avec ALK. Ayant qu'il y a un certain nombre d'histiocytoses qui sont ALK positives. Et là, vous voyez, il y a clairement un marquage incontestable avec ALK, bien fort. C'est pas du bruit de fond, qui est plutôt cytoplasmique, hein, ici. Et effectivement, il y avait une fusion qui concernait ALK. Donc, il y a une sous-entité qu'on a mis dans les histiocytoses du groupe L, hein, mais qui sont des histiocytoses ALK positives. On pourrait, là encore, la nosologie évolue. On a des collègues du MSKCC qui les ont déjà passés mis en paquet, c'est-à-dire qu'ils ont déjà publié des cas de Erdheim-Chester avec des cas ALK fusionnés. Bon, je crois qu'actuellement, c'est plus logique de rester en disant histiocytose ALK positive, qui sont quand même encore des entités considérées comme à part. J'en avais un deuxième exemple, on va peut-être aller un peu vite. Donc il faut penser de temps en temps. Elles ont généralement... Alors, on a repris des cas là, et il n'y a encore pas tant de cas publiés que ça, mais... C'est vraiment tous azimuts, c'est-à-dire que ça peut être des petits bébés jusqu'aux adultes, ça peut être des nodules isolés comme c'était le cas ici, jusqu'à des formes disséminées. C'est important à les reconnaître parce qu'il y a quand même il y a un cas en particulier, enfin il y en a quelques-uns publiés, puis il y en a deux dans les séries françaises qui ont très bien répondu aux thérapies ciblées, hein, mais non pas des inhibiteurs de MEK, mais par contre des inhibiteurs de ALK qui ont très bien marché. Et donc il ne faut pas passer à côté de ce diagnostic, ça serait dommage parce que c'est une opportunité thérapeutique. Et en particulier, quand il y a une atteinte cérébrale, ça peut être intéressant de traiter assez rapidement ces patients. Donc il faut penser, comme message, de temps en temps, à quand même demander une immunohistochimie avec ALK. 622, j'en sonne tout de suite. Alors, tu changes de maison, on reste encore dans les histiocytoses du groupe L. Je redis à ceux qui sont connectés, qui peuvent malgré tout poser leurs questions, d'ailleurs elles arrivent. Non, quel anticorps ALK? Poumon ou hématome, on te demande? Ni l'un ni l'autre. Je suis désolé, j'ai oublié de prendre. Je pourrais le diffuser avec la filière Marie. On se débrouillera pour vous le donner, j'ai oublié de le prendre. Mais il y a un anticorps qui est extrêmement efficace, qui est plutôt poumon, entre guillemets, mais qui était encore plus efficace que celui qu'on avait pour le poumon et qu'on utilise maintenant uniquement celui-là et on n'utilise plus les deux autres. Donc je me dois de vous en donner les références, mais je ne les ai pas sous la main.
Effectivement, on avait changé pour ce cas-là. Alors, on va changer effectivement de registre, pardon. Parce que quand je vois... Ah, la vache. On a jusqu'à 10h du soir, c'est ça non, mais on a très peu avancé. Non, si, quand même, je trouve que tu es pessimiste. Écoute, il ne reste plus que 80 lames, donc on est tranquille. Arrête, tu stresses. Alors, on pose la question, parce que c'est important de répondre à cette histoire de Halk, a soulevé beaucoup d'émoi. En pratique, sur quel cas faites-vous Halk? Ces formes ont-elles des caractéristiques histologiques propres? Non, il n'y a pas de forme histologique propre. Ce qui a été publié et ce qui est vrai, mais pas tout le temps, c'est plus souvent des cas qui sont positifs pour la protéine S100, l'anticorps qu'on n'aime pas beaucoup, enfin, mais qu'on fait de temps en temps quand même. Donc effectivement, non, en gros, quand c'est pas langerhansien, et que ce n'est pas à l'évidence une maladie d'Erdheim-Chester, ni un Rosai-Dorfman, puisqu'on arrive au Rosai-Dorfman. Par contre, là, je vous dis, ils sont de temps en temps positifs pour PS100. Et aussi maintenant, parce que ce que j'ai constaté, c'est que quand je fais phospho-ERK, il y a quelques cas qui sont férocement positifs avec phospho-ERK. Et dans ces cas-là, je me méfie, et là, je vais faire systématiquement ALK, parce qu'en fait, c'est souvent effectivement lié à ça. Bon, après, on n'a pas tant de cas ALK. En ayant, là vous avez vu 1800 cas, on doit avoir en tout des ALK positifs, on doit en avoir 5 ou 6 ou 8. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est une proportion, c'est relativement. Donc en pratique, elles sont CD1A négatives, oui. Et elles sont CD103. C'est pas des Chester typiques. Elles sont CD163 néanmoins positives. Oui. Voilà. Parce que la question a été posée. Enfant de 1 an avec un ganglion. Là de loin déjà, hein, dans ce ganglion, on a l'impression que, enfin, ce sont les sinus hein, on les voit de loin, qui sont dilatés et qui sont dilatés avec des zones claires parce que les cellules sont grandes, elles ont des grands cytoplasmes. Elles ont des grands cytoplasmes et des grands noyaux. Alors celui-là n'est pas encore très bien. Là, j'ai quand même un gros nucléole. Peut-être on pourrait faire mieux en nucléole. Et puis, quand on voit leur cytoplasme, on voit de l'empéripolèse à l'intérieur. On est bien dans le sinus, hein, vous voyez, on est vraiment à l'intérieur du sinus. On a donc une distension sinusale. On a ces grandes cellules à gros noyaux à chromatine claire avec un nucléole et l'empéripolèse. L'empéripolèse, on la voit encore mieux avec l'immunohistochimie. Hein, mais vous voyez, c'est important ces noyaux parce que ça peut être des problèmes de diagnostic différentiel. Et puis là encore un beau nucléole. Et en fait, on imagine mal, mais le cytoplasme il est probablement très très grand dans ces cellules, hein, beaucoup plus que ce qu'on voit histologiquement. Et c'est pour ça que l'immuno va souvent aider à avoir l'empéripolèse. Donc je vais aller assez vite. Donc là, effectivement, on est dans la gamme d'une histiocytose qui n'est plus du tout du groupe L, qui passe dans le groupe R. C'est les maladies de Rosai-Dorfman. Le groupe particulièrement hétérogène. J'espère que j'aurai le temps de faire passer ce message-là. Alors, je vais vous montrer la protéine S100. Et là, vous voyez le même dessin des sinus avec une positivité. Et puis là, vous voyez les cellules. On a des fois du mal à voir où s'arrête sa limite de cette cellule. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dedans, c'est criblé de noyaux de petits lymphocytes ou de plasmocytes ou d'autres choses. C'est criblé d'empéripolèse. On ne l'imaginait pas si bien que ça, finalement, sur l'HES. Hein. Et c'est souvent l'immunohistochimie qui va aider à confirmer toute l'empéripolèse. Et puis là encore, on est vraiment dans le dessin des sinus. Le diagnostic là, ne pose aucun problème. Là encore, l'empéripolèse hein, qui apparaît en négatif sur la protéine S100. Je vais vous faire grâce des autres anticorps, sauf peut-être si le phospho-ERK est joli, parce que le phospho-ERK également peut montrer très bien la positivité et l'empéripolèse quand il accepte d'être positif. Voilà, là c'était effectivement positif, hein, c'est toujours en bordure du prélèvement, mais on avait la même chose. Hein, je suis désolé, hein, je suis obligé d'aller très très vite. Peut-être qu'on va réduire un nombre de lames pour prendre le temps quand même. Donc l'empéripolèse, c'est des cellules à l'intérieur des cellules, oui. C'est ça que ça veut dire, des petits lymphocytes. La protéine S100 prend tout son intérêt ici, contrairement à ce qu'on a démoli depuis le début. Voilà. Et donc, en attendant... Donc on a ici le gros noyau, parce que c'est une cellule qui a un gros noyau, on a son grand cytoplasme et on a l'empéripolèse, c'est-à-dire les cellules qui elles sont négatives pour phospho-ERK, elles n'ont pas de raison d'être activées et qui sont à l'intérieur. Alors là c'est le marquage phospho-ERK, mais avec la protéine S100 vous auriez à peu près la même chose. Les deux, voilà. Il faut dans ces cas-là également en immunohistochimie faire le CD1A qui doit être négatif. Et puis pour le reste il n'y a pas forcément voilà. Alors ça c'est la forme classique d'atteinte ganglionnaire. Et je vais quand même, avec le peu de temps qui nous reste, les 12 minutes qui nous restent, insister sur 2 points. Je vais passer à
une atteinte sino-nasale, qui est assez classique hein, aussi dans l'air d'Amchester. On est dans le rosaille, non? Pardon, dans le rosaille. Tu vois, oui, il y a un moment l'orateur fatigué. Alors juste pendant que tu ouvres ta lame, vous avez aussi bien sûr tout loisir d'évaluer ce webcast dans la page en bas de votre connexion. On est très détendu sur le sujet. Moi, je ne fais que le commentaire, donc je vais très bien. Jean-François vous montre des choses quand même assez extraordinaires. Alors, je suis allé assez vite, mais vous voyez, là encore de loin, on a ces zones, ces grandes cellules claires là. De loin, c'est vrai que ça fait tiquer. C'est des espèces de plages. Les cellules prennent leur place, et quand on va voir, elles prennent leur place, mais pas complètement. Il y a quelques cellules à l'intérieur. Ben, déjà, on a effectivement ces grandes cellules, et puis l'empéripolèse qui est dedans. Alors, il y a beaucoup de stroma avec. Hein. Il y a beaucoup de petits lymphocytes. Il y a beaucoup de plasmocytes, et ces cellules elles sont relativement peu fréquentes, mais là encore, hein, on imagine son cytoplasme est là, et ça, c'est de l'empéripolèse, elles sont coincées dedans. Et je vous dis, ça c'est encore sur l'HES, donc il ne faut pas hésiter à demander la protéine S100 dans ces cas-là. Alors il y a quand même pas mal de plasmocytes, y compris des cellules de Mott là, qui sont présentes. Et voilà, là, encore les grandes cellules, ah ben voilà, c'est ça qu'il faut, c'est son nucléole là, qui est là. Ça c'est vraiment typique. Ça suffit pratiquement. Bon, faites quand même une PS100 et une CD1 qui doit être S100 positif, CD1 négatif, et là vraiment c'est du Rosai-Dorfman. Il y a quand même les plasmocytes là qui me chagrinent un petit peu, et dans les recommandations, on a dit de faire systématiquement IgG4. Pourquoi? Parce que parfois on trouve qu'il y en a beaucoup, et c'est le cas ici. Hein, donc là c'est une forme qui est particulièrement associée. Alors il y a des coins, je crois que ça peut être encore plus dense. Donc dans les recommandations qu'on a fait avec Society Society, on a dit systématiquement dans Rosai-Dorfman, on fait également IgG4, et si vous le faites, vous allez voir que dans un tiers à la moitié des cas, vous allez trouver des formes avec une augmentation, c'est-à-dire plus de 50 par champ fort grossissement, quoi, hein, en gros. Ça dépend un peu de localisation, vous savez, dans IgG4, mais bon, grosso modo, et on dépasse largement 100 assez fréquemment. Donc il faut y penser, et ça pose un problème nosologique, parce qu'effectivement, on va être coincé entre cette maladie hyper IgG4 et les maladies de Rosai-Dorfman. Ben, il y a les Rosai-Dorfman avec hyper IgG4, pas forcément d'augmentation sérique d'ailleurs, et la nuance nosologique n'est pas forcément très simple, notamment quand on est dans des atteintes méningées. Et c'est donc le cas après, puisque l'atteinte méningée, IgG4, est également un diagnostic possible. Et je ne suis pas sûr qu'il soit toujours possible de faire le diagnostic différentiel. C'est un peu par défaut, je dirais. Quand on ne voit pas de Rosai-Dorfman, on dira bah, c'est que IgG4. Mais c'est un peu comme ça que je raisonne maintenant. Alors, je vais vous montrer 150. Rosai-Dorfman, est-ce que finalement tu essaies de nous dire que c'est un syndrome? Parce que même sur le plan clinique, c'est assez hétérogène. Oui. Ça peut s'associer à des maladies auto-immunes, à des hypergamma ou des dysglobulinémies monoclonales, des choses de ce type. Finalement, ça peut parfois être dans un cadre de maladie génétique. Oui, Rosai-Dorfman, c'est extrêmement hétérogène, je suis d'accord. Ce n'est pas une entité, c'est une image histologique. Là, effectivement, cette image-là, il n'y a pas photo, c'est un Rosai-Dorfman, il n'y a pas avec un nucléole comme ça, le grand cytoplasme, l'empéripolèse, il n'y a pas. Mais il se trouve que c'était une atteinte méningée, et il y avait également beaucoup de plasmocytes IgG4 dedans. Là, en l'occurrence, il y a du Rosai-Dorfman, donc on va dire c'est une maladie de Rosai-Dorfman. Et d'ailleurs, cliniquement, il y avait également des choses qui allaient bien avec. Et je ne sais pas si le taux sérique des IgG4 était élevé, mais il y a des cas où effectivement on va être gêné par rapport au diagnostic. Je crois que là encore, hein, je suis désolé de compliquer un peu les choses, mais la nosologie n'est pas, va encore s'améliorer, oui, j'espère, pour avancer sur cet overlap entre Rosai-Dorfman et IgG4. Après, j'aurais pas le temps, malheureusement, j'avais un beau poumon IgG4 tout court pour essayer de vous planter à nouveau et vous faire croire que c'était une histiocytose, mais ça n'en était pas une, c'était que IgG4. Et je vais survoler de très très haut une forme cutanée d'histiocytose, juste pour vous donner la caricature de l'atteinte cutanée qui est le xanthogranulome juvénile. Ça va être un flash. Donc là, on a changé d'entité, on est d'accord? Voilà, on passe dans la peau, voilà. Et on passe ce nodule. C'était quand même un bébé qui avait un nodule, c'était Sylvie Fretac qui avait envoyé. C'était un nodule de la joue chez ce bébé.
Ici, il y a beaucoup d'histiocytes xanthomisés. Il y a d'ailleurs un infiltrat avec, riche en cellules en lymphocytes, en plasmocytes. Il y avait sûrement quelques cellules de Touton, malheureusement, on n'a pas le temps de les chercher. Ça peut être proche de l'épiderme, mais normalement, il n'y a pas d'épidermotropisme. Alors là, non, ça va, il n'y a pas. Et donc là, effectivement, on a parfois dedans, si vous faites un CD1A, vous verrez parfois quelques cellules dendritiques CD1A+ dedans, comme des cellules CD1A dendritiques peuvent infiltrer à peu près n'importe quelle lésion. Mais donc là, effectivement, qu'est-ce que j'étais en train de me poser la question. Je suis désolé. J'étais en train de me poser la question en montrant la lame. Non, c'est un Rosai-Dorfman cutané. Désolé. J'ai pas. Voilà, je vais trop vite. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de plasmocytes et des gros noyaux et des gros nucléoles et finalement de l'ampéripolèse quand même. Oui. Donc, je suis désolé. C'est encore un Rosai-Dorfman cutané. Il reste encore un tout petit peu de temps. On peut, il nous reste de quoi faire, Jean-Marc. Je pense 3 lames. Je n'ai pas le temps de montrer des formes. Donc il faut que tu choisisses. Il va falloir choisir. Je peux vous montrer quand même, parce que comme on arrive vers la fin, je peux vous montrer un charmant bambin. Pour vous montrer qu'il y a des formes cliniques. Vous voyez, avant, après, c'est assez extraordinaire. L'atteinte ganglionnaire peut être extrêmement importante. Et puis quand les médecins arrivent, tout va bien, quoi. C'est extraordinaire. Ce patient-là a une forme, là encore, pour vous dire qu'il y a des formes de passage. Il y a une atteinte. Où est-ce qu'il est ? En fait, ça chevauche à la fois Rosai-Dorfman et Langerhans. Il y a à la fois une atteinte, on le voit de loin, sinusale, avec des cellules de Rosai-Dorfman, et puis on a aussi, on le verra mieux sur l'immunohistochimie, mais on a quand même une impression qu'on est dans les sinus. Et on a aussi, on a les cellules géantes multinucléées, mais ça qu'on peut voir surtout dans le Langerhans, et puis il y a des endroits qui sont plus riches avec des polynucléaires éosinophiles et des cellules de Langerhans à noyaux encochés, etc. Et si on voit l'immunohistochimie, on va voir la languérine avec des coins qui sont assez riches en cellules de Langerhans positives. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment des cellules positives. Et puis là, du coup, la protéinase 100 qu'on ne devrait pas faire pour une histiocytose à cellules de Langerhans, mais qu'on devrait faire pour un Rosai-Dorfman. Et vous voyez qu'il y en a aussi beaucoup et qu'on va voir de l'ampéripolèse quand on va grossir des grandes cellules. Alors, le noyau n'était peut-être pas complètement aussi gros qu'on aurait voulu, et l'ampéripolèse est peut-être moins abondante. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup plus de cellules S100 positives que de cellules languérines positives, à l'évidence, dans ce cas-là. Donc il y a des formes un petit peu là aussi de donc une grande plasticité finalement entre ces maladies. Oui, c'est quand même. Il y a du classique, il y a le Langerhans, il y a l'Erdheim-Chester, il y a Rosai-Dorfman. Rosai-Dorfman, c'est une entité avec des formes génétiques, avec des formes de passage. On a des formes de passage entre Rosai-Dorfman et Langerhans, des formes de passage Rosai-Dorfman et Erdheim-Chester, des diagnostics différentiels, et puis, la nosologie compliquée avec l'IgG4. Donc Rosai-Dorfman, c'est quand même pas tout à fait idéal. Alors j'aurais pas eu le temps, malheureusement, il faudra faire une séance suivante, chaque année on fera une séance, et j'aurais pas eu le temps de vous parler des histiocytoses malignes. C'est important, donc je vais malheureusement pas pouvoir vous montrer les lames, c'est toujours ce qu'on dit quand on le fait pas, je vais pas vous faire un discours, je vais quand même en montrer une, allez. Mais on a le temps de voir une histiocytose maligne et ensuite de voir les événements de la filière. Et rentrer chez soi. Non, ensuite, alors, quel est le traitement du rosaille? Est-ce une pathologie que l'on guérit? Alors, des fois, on ne les traite pas, pendant que Jean-François ouvre. Des fois, on met des corticoïdes. On peut être amené à mettre des immunosuppresseurs. Le traitement n'est pas complètement codifié. Et dans les rares fois où il y a, ce qui n'est normalement pas le cas, mais où il peut y avoir une activation de la voie des MAP kinases, on peut avoir, et l'équipe de la Pitié l'a rapporté, des rosailles qui relèvent d'un traitement ciblé. Donc c'est un traitement moins standardisé que les deux autres maladies. Le traitement de base, pour faire simple, et la corticothérapie quand le tableau clinique est un tableau très parlant, très bruyant.
Alors là, c'est une forme maligne. Là, je finis avec un patient. Donc, ça vient de Grande-Bretagne. C'est un patient qui a été traité pour un lymphome folliculaire qui a récidivé 2 fois, et puis qui finalement arrive avec un gros nodule, une grosse masse, et qui n'est pas à l'évidence un lymphome folliculaire. Alors, il y a effectivement une infiltration par des cellules qui sont beaucoup plus grandes. Les cliniciens imaginaient une transformation de son lymphome folliculaire en lymphome diffus à grande cellule. Il n'y a pas d'expression des marqueurs B habituels. Les cellules ont des atypies plus importantes que d'habitude. Je vous rappelle, dans Langerhans, on ne tient pas compte des mitoses, on ne tient pas compte des nécroses. Là, on n'est pas dans ce contexte-là. Il faut tenir compte du contexte clinique. Là, il y a quand même des atypies, je ne vais pas me promener partout, mais il y a quand même des atypies un peu plus importantes que ce qu'on verrait dans les Langerhans. Là, les mitoses ne sautent pas aux yeux dans ce coin-là, mais il y en avait quand même pas mal. Et puis, il y a ce contexte, effectivement, de maladies qui poussent vite. Il y a le contexte clinique est important, c'est un gros nodule qui est poussé rapidement. Et puis, ce background voilà, il y a quand même des atypies un peu plus importantes dans certains territoires. Ce background d'épidémitose, quand même, qu'on voit de temps en temps. De lymphome derrière. Alors, les messages que je donnerais sur les histiocytoses malignes, c'est que, premièrement, dans celles qu'on a revues en collectif, il y a plus de la moitié qui n'en sont pas. Il y a beaucoup de tumeurs pour lesquelles on a des grosses difficultés diagnostiques au niveau anapathe. On fait des anticorps, on voit une infiltration histiocytaire importante et tous les autres marqueurs sont négatifs et par défaut, il y a un risque de dire, puisqu'il n'y a que les macrophages qu'on voit, c'est ça. Et en pratique, il y a plus de la moitié des cas pour lesquels on a éliminé le diagnostic. On a dit non, les macrophages, ils sont partis du stroma et les cellules tumorales, elles sont négatives. Et puis, le deuxième message, c'est que dans les histiocytoses malignes confirmées, il y en a à peu près un tiers qui sont secondaires, et notamment à des lymphomes, qui en fait sont des transformations du lymphome. Et d'ailleurs, chez ce patient-là, c'était le cas, il peut rester une petite expression, il y a une très faible expression de PAX5, comme on verrait dans un Hodgkin, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. On va passer peut-être les dernières diapositives, si tu arrives à la gentillesse de les ouvrir. Donc, vous avez vu un panorama très large, des maladies, pour certaines, très standardisées, bien sûr toujours dans un contexte clinique, avec un aspect histopathologique qui a été parfaitement décrit et qui est qui donc permet de faire des diagnostics de certitude nosologique. Et puis il y a des situations où c'est moins clair. Donc juste quelques mots sur les actualités de la filière Marie. On a notre journée le jeudi 5 novembre prochain sur les thérapies ciblées en immunohématologie qui aura lieu, je croise les doigts, à la Maison d'Amérique latine à Paris, mais normalement il y a à la fois une part présentielle, comme on dit aujourd'hui, et une part distancielle en visioconférence. Ensuite, il y a, sauf catastrophe, une journée régionale interactive de la filière Marie qui est prévue en Bretagne et dont vous lisez sur la diapositive les principaux thèmes qui seront abordés. C'est le 20 novembre, toute la journée, à Rennes. Et puis, pour finir, il y a un point sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est que la filière Marie a mis en place un MOOC sur les différents enseignements qui sont faits dans le cadre du DU d'immunohématologie. Et sur lettre de motivation et CV, vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir accès à ces différents cours. Et notamment dedans, il y a l'Erdem-Chester, le Reuser-Dorfman, l'histiocytose langerhansienne. Il y a déjà 400 inscrits depuis 2019. Donc vous êtes les bienvenus, mais il faut faire un petit effort de motivation. Et pour finir, l'agenda des centres de référence des maladies rares. Le 16 octobre, à la Maison de l'Amérique latine, les microangiopathies thrombotiques. Les histiocytoses seront à Saint-Louis le 20 novembre, et donc les différentes formes d'histiocytose. Le 11 décembre, à Paris, les déficits immunitaires héréditaires. Et le 18 et 19 décembre, à l'espace Saint-Martin, les amyloses. Eh bien, Jean-François, merci beaucoup. Merci à toi aussi. C'était un très beau panorama et j'espère que tout le monde a apprécié. Et vous pouvez continuer à poser vos questions par mail et à vous adresser à la filière. Vous avez tous les éléments sur l'ARCP et le groupe de relecture dans le site du centre de référence histiocytose.fr. Merci beaucoup et bonne fin de journée.